Sylvie, est-ce que vous utilisez, vous, ces images scientifiques du 19e ou début du 20e siècle en paléontologie pour vos travaux d'aujourd'hui? Et Sébastien, comment est-ce que... pardon. Bah déjà, oui, d'ailleurs, oui, bien sûr. Donc la paléontologie, c'est une science qui est ancienne, qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, les premières représentations. Donc là, c'est vraiment de la représentation, les premiers dessins de fossiles, parce que c'est évident qu'à l'époque, on n'avait pas les appareils photo, on n'avait pas tout ça. Donc les fossiles étaient toujours dessinés, en général dessinés à l'encre. Et on a des représentations qui sont absolument magnifiques. Donc pour montrer les reliefs, en général, les gens qui décrivaient les espèces faisaient des petits points pour montrer le relief, avec une précision et une finesse absolument remarquables. Alors, mais évidemment, on utilise encore ces descriptions. Il y a des espèces qui ont été décrites à la fin du XVIIIe, voire au XIXe siècle, et qui sont bien sûr tout à fait valides, et dont on se sert des dessins qui ont été faits à l'époque, même si après on a photographier les types, ce qu'on appelle les types, c'est-à-dire c'est le spécimen qui sert de référence pour la définition d'une espèce. Mais oui, au départ, au départ, c'était uniquement des dessins. Alors maintenant, on ne se sert plus que de photographie. Alors vous savez qu'il y a Photoshop. Donc des fois, est-ce que la photographie est vraiment plus sûre que le dessin? Il faut faire une confiance aux gens qui les publient. Mais donc, je ne dirais pas qu'il y a plus de risques à utiliser un dessin qu'à utiliser une photo. Il n'y a pas d'obligation de fournir la photo brute? Non. Oui, c'est assez surprenant. Mais donc, en fait, quand on veut, c'est notre travail de publier nos résultats. Donc, en paléontologie, ce qu'on doit faire, c'est publier les espèces que l'on trouve, les nouvelles espèces, et donc on doit photographier nos individus, alors suivant la taille, c'est plus ou moins suivant les appareils qu'on va utiliser, et on donc doit faire la description. Donc le type doit être déposé dans une collection qui soit accessible, c'est pour ça qu'on utilise essentiellement les collections des grands musées, et aussi il y a aussi quelques collections dans les universités, et on doit figurer, c'est pour ça qu'on appelle ça un type et figurer. Il faut absolument qu'on figure pour que l'espèce soit valable. Et vous, Sébastien, est-ce que vous utilisez la production scientifique visuelle actuelle? Est-ce que vous l'analysez? Est-ce que vous la comparez à ce qui se passait au XIXe siècle? Ou finalement, vous vous intéressez surtout au passé et moins au présent? Non, alors moi, je suis plutôt... je travaille sur le contemporain, normalement. Mais dans mon travail de thèse que j'ai publié, là, je travaillais sur la longue durée, c'est-à-dire 19e et 20e siècle, notamment l'exemple du trou de la couche d'ozone, la nécessité de revenir bien sûr à toute l'histoire de l'isoline, dont on a vu justement quelques extraits aujourd'hui. Alors, oui. Et alors, si l'utilisation aujourd'hui des images, elle est bien sûr très importante parce que bien sûr, en science, on pense aussi à travers les images. Ce sont aussi des arguments visuels et ce ne sont pas seulement des illustrations qui accompagnent le travail scientifique. Et comment est-ce qu'on passe finalement d'un résultat à une image? Est-ce qu'il y a quand même un aspect interprétation pour que ce soit pour une courbe, que ce soit pour une photo finalement? Sous quel angle on la prend? Est-ce que selon l'angle selon lequel on la prend, est-ce que ça donne presque un résultat différent? Enfin voilà, est-ce qu'on peut parler d'une représentation brute ou est-ce qu'il y a toujours une partie interprétation, construction? C'est une question aux deux. Quand vous faites une courbe, oui, ça c'est évident qu'il y a une interprétation. C'est ce que Sébastien disait tout à l'heure, un endroit où on va avoir beaucoup de points, beaucoup de données, puis d'autres on va en avoir très peu. Si on lisse, forcément il y a une interprétation. On choisit quand même un peu malgré que les données soient là, on fait quand même une interprétation. Après, au niveau de la paléontologie, ça va beaucoup dépendre de la taille du spécimen que vous utilisez. C'est vrai que si vous faites un os, eh bien là aussi, l'angle de vue peut avoir une interprétation, puisque suivant l'angle où vous allez le prendre, vous n'aurez pas forcément exactement la même donnée. Alors moi, par exemple, si je travaille sur un groupe de microcrustacés, il y a des petites coquilles qui sont très bombées. Et donc, quand on fait les photos au microscope électronique, il faut vraiment bien le positionner
par rapport au faisceau des électrons, parce que si on le met un peu sur le côté, en fait la carapace elle est déformée. Donc, l'image est déformée, c'est pas la carapace qui est déformée. Donc il faut vraiment faire très attention à la façon dont on photographie nos spécimens pour être bien sûr de pouvoir comparer ce qui est comparable et d'avoir bien, bon, le cas que je connais bien, mais de bien toujours avoir les mêmes vues pour pouvoir les comparer. Et Sébastien, est-ce que certains types d'images sont plus construites que d'autres? Est-ce qu'on peut dire une courbe est plus construite qu'un dessin qui est lui-même plus construit qu'une photo ou... Non, c'est non, si finalement cette question elle revient à celle de l'objectivité. Qu'est-ce que l'objectivité? Il y a un livre très fameux qui a été écrit sur cette question de Lauren Daston et Peter Gallison qui s'appelle justement Objectivité. Et là, ils font l'argument, ils ont travaillé sur les atlas et l'iconographie des atlas. Et ils montrent comment la notion d'objectivité elle a changé au cours du temps en fonction des moyens visuels qu'on a utilisés. Et on peut voir comment, d'abord, il y avait en quelque sorte le savant, hein, comme c'est encore à l'époque de Humboldt, ou comme on pourrait prendre Goethe par exemple, où le savant, il maîtrise entièrement son domaine et c'est lui qui va décider que sa représentation, elle est objective. Et ce stade d'objectivité, il va changer avec les moyens qu'on utilise, notamment le plus grand changement, on l'a bien sûr vu. Alors d'abord, il y a le stade qui vient après, qui est celui, toujours selon Daston et Gallison, qui est celui de l'objectivité mécanique, c'est-à-dire quand on s'abstient complètement d'intervenir dans la production des images, c'est-à-dire on va laisser les machines parler et eux vont dire la vérité, parce que plus on intervient dans la construction des images, plus c'est faussé. Alors il faut laisser la machine décider. Sur l'exemple classique, c'est bien sûr le plus emblématique, c'est la photographie argentique. C'est parce qu'elle est complètement elle est irréversible. Une fois que vous avez fait votre cliché argentique, bien sûr qu'on peut faire des manipulations après, mais c'est en quelque sorte l'emblème de l'objectivité mécanique, mais aussi des auto-enregistreurs, des machines qui peuvent en quelque sorte laisser la nature s'exprimer librement. Et puis, vous avez un stade de l'expert, où on est entré à partir avec l'introduction des ordinateurs aussi, où on travaille plutôt dans des collectifs et où on va créer, notamment dans le cadre de la Big Science, où on va collaborer ensemble, et c'est des experts qui vont négocier l'objectivité de leurs résultats. Peut-être on va parler de votre travail au quotidien. Oui. Qu'est-ce que fait un paléontologue au quotidien? Est-ce qu'il est toujours sur le terrain ou presque? Comment il choisit ses zones de fouille? Comment ça se passe? Comment il repère surtout les microfossiles? Oui. C'est petit. Oui, c'est petit. Oui. Qu'est-ce qu'il fait après de tout ce qu'il trouve? Donc effectivement, on a la première étape, c'est toujours sur le terrain, c'est récolter nos objets d'étude. Alors suivant qu'on étudie des grands vertébrés ou qu'on fait des microfossiles, on n'a pas la même approche du terrain. En général, les collègues qui travaillent sur des grands vertébrés auront une approche plus à quadriller une région et à vraiment faire la fouille autour des ossements qu'ils vont trouver, alors que les micropaléontologues auront une approche plus, j'allais dire, sur vraiment de roches, c'est-à-dire qu'on va, ce qu'on appelle lever des coupes, c'est-à-dire qu'on va suivre banc par banc et prendre des échantillons dans tous les bancs. Donc, avec un peu d'habitude, on arrive à repérer les microfossiles à la loupe. C'est pas évident toujours. Donc après, on a un gros travail de laboratoire pour préparer les échantillons et puis sortir nos petites bestioles pour pouvoir les étudier. Alors quand on fait de la micropaléontologie, après, il faut faire des études au microscope optique d'abord, et puis après au microscope électronique. Donc moi, les photos, je les fais au microscope électronique. Mais ceux qui étudient des grands mammifères ou même des petits mammifères, ils ont aussi un travail de préparation. Alors c'est là où on a besoin d'experts en préparation des fossiles. Et c'est vraiment un métier, j'irais même dire un art, de pouvoir préparer tous ces fossiles. On a la chance d'avoir ça au laboratoire et d'avoir des gens qui sont extrêmement compétents et donc qui vont dégager
tout le sédiment qui va rester autour des os pour avoir des squelettes absolument superbes, comme ceux que vous pouvez par exemple voir dans les galeries de paléontologie au muséum, où on a vraiment des choses très très jolies qui ont été superbement préparées et restaurées. Et vous êtes à quelle fréquence sur le terrain? Et est-ce que vous êtes toujours en Sibérie, dans la zone qu'on a vue là, non, moi, ou des zones un peu plus chaleureuses? En température plus chaleureuse, oui. Donc moi, je travaille essentiellement en Asie pour l'instant, parce qu'en fait, il faut aller là où on trouve les roches de l'âge que l'on étudie. Donc en travaillant sur la limite Permien-Trias, les plus jolies coupes, les coupes les plus complètes, elles sont essentiellement en Chine du Sud, en Iran. Bon là, en ce moment, c'est pas trop terrible, donc j'y suis allée, mais on y retournera peut-être. En Turquie, en Hongrie aussi. Et donc, en France, il n'y a pas de Permien marin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'on aille un peu loin. Et bon, après, chacun va dans les localités où il a le plus de chances de trouver le matériel qu'il recherche. D'accord. Et vous, vous êtes un rat de bibliothèque, comme on dit, ou c'est-à-dire vous travaillez uniquement sur des documents anciens que vous trouvez en bibliothèque, ou comment ça se passe? Comment vous choisissez ces documents? Est-ce que vous allez voir aussi ailleurs? Oui, normalement, le travail d'historien, il est dans les archives et dans les bibliothèques. Mais quand on travaille sur le visuel, on est confronté à une autre problématique qui est celui du non-classement du visuel. Parce que si vous voulez travailler, si vous allez dans les archives, par exemple, souvent vous n'avez pas une section dédiée uniquement aux images, mais si vous vous intéressez à un certain scientifique et ses productions visuelles, souvent ils ne sont pas classés, ils ne sont même pas répertoriés. Alors il faut les chercher un peu à droite et à gauche, parce que justement, ils ne rentrent pas dans le... parce que si vous voulez vraiment comprendre, pas seulement le résultat publié, mais tout l'enchaînement et le cheminement qui a amené à ce résultat, et toutes les étapes, il faut trouver des sources qui sont difficilement accessibles, mais je crois que maintenant on a plus de conscience pour mieux répertorier ces choses-là, et on prend maintenant plus, on fait plus attention à la culture matérielle, comme on l'appelle, pour justement permettre aussi une analyse historique. Et c'est un travail purement individuel, ou il y a quand même un travail avec d'autres historiens, oui. ou avec des artistes éventuellement sur les aspects visuels? Oui, comme la science, elle s'organise aujourd'hui selon des appels d'offres, il y a bien sûr toujours des projets. Il faut faire des projets, et bien sûr, on travaille en collaboration, et toujours des projets collaboratifs. Sylvie Crasquin, comment des si petits fossiles peuvent nous en apprendre autant sur les temps passés? Comment est-ce que vous tirez ces informations? Quelles analyses vous faites? Est-ce qu'on se contente de les observer et ça nous dit tout? Ou il y a plein de choses à faire? Oui, ils nous disent tout, mais bon. Donc en fait, moi j'ai la chance de travailler sur un groupe qui existe encore actuellement. Donc on a la chance énorme de pouvoir les observer. Alors ce sont des organismes qui sont aquatiques, qui existent à la fois dans le milieu aquatique continental et le milieu aquatique marin. Donc c'est une chance énorme, puisqu'on peut observer et donc faire des analogies. C'est évident que ce n'est pas les mêmes, ils ne sont pas tout à fait pareils, mais on peut observer les milieux de vie. Donc on se rend compte qu'ils sont sensibles à, par exemple, variations de température, variations de salinité. Ils sont des morphologies qui changent en fonction de ces paramètres externes. Et donc on fait des analogies avec ce qui se passe dans le passé. Alors on ne travaille pas tout seul. La paléontologie, bien sûr, elle a un certain pouvoir pour donner des informations, mais on travaille aussi beaucoup avec les géologues qui sont avec nous, avec les gens qui font de la sédimentologie, c'est-à-dire qui arrivent à extirper les informations des roches. Donc on a aussi ces arguments, en plus des arguments sédimentologiques, donc qui nous permettent d'avoir des informations. Mais donc vous regardez la morphologie, vous faites des analyses chimiques, vous faites des analyses isotopiques, comment vous faites? La paléontologie, on a tout le panel, et chacun, suivant le groupe qu'il étudie, a des approches différentes. Donc moi, je fais essentiellement de la morphologie. C'est une observation de la morphologie, mais on a des collègues, effectivement, qui étudient, qui font de la chimie sur les tests. Bon, ça se fait sur les foraminifères en particulier, aussi sur des bêtes un peu plus grosses comme les brachiopodes, en fonction des variations, par exemple, des isotopes de l'oxygène.
les courbes de température que je vous ai montrées, c'est des analyses chimiques sur des carapaces, même très anciennes, sur lesquelles on peut réussir à faire parler les isotopes de l'oxygène. Mais donc, si vous voyez par exemple un changement dans une carapace, vous pouvez dire, rien qu'avec la forme qui a évolué, cette espèce s'est habituée au sel, s'est adaptée au sel, ou s'est adaptée à une augmentation de température. Est-ce que la morphologie permet ce genre de... Alors, sur le groupe que j'étudie, oui, ça marche. On voit les variations. Alors, par contre, ce qui est très difficile, c'est de faire une ségrégation. Alors, on voit des variations morphologiques, donc on se dit c'est une adaptation à une variation de paléenvironnement. Par contre, où ça devient plus délicat de dire c'est tel facteur qui va jouer ou tel facteur. Par exemple, si on a une diminution de la profondeur, donc on va avoir nos faunes qui vont changer, qui vont avoir des morphologies différentes, mais lorsque on a une diminution de la tranche d'eau, de la bathymétrie, on va donc aussi avoir des variations de salinité, puisqu'on va se rapprocher du continent, donc on va avoir des arrivées d'eau douce, donc en plus de la diminution de la bathymétrie, on va avoir des variations de salinité. Donc de dire c'est ce caractère-là ou ce caractère-là qui joue, ça par contre c'est très difficile. On peut dire qu'on a une diminution ou on se rapproche du continent. Il faut toujours faire en relatif. Par exemple, jamais je n'aurais l'outrecuidance de vous dire j'ai une bestiole et il faisait 18 degrés. On peut dire, voilà, j'ai des différents assemblages qui succèdent dans le temps et j'observe une augmentation de température. Voilà. Il y a quand même quelques limitations. Merci.